Parler sécurité. On va pas, pas de la sécurité du salon, en tous les cas de la sécurité sur les plans d'eau, de la sécurité en mer, mais pas seulement, sur les étangs, sur les rivières. Et pour ce faire, on a deux orateurs de choix, Jean-Charles Conègre, qui est derrière, là, planqué. Jean-Charles Conègre, qui est le commandant de la brigade nautique de la gendarmerie nationale, qui a pignon sur quai, en quelque sorte, puisque c'est à partir du Cap d'Agde, hébergé au centre nautique, avec les associations et l'équipe de professionnels du centre nautique, que la brigade nautique de la gendarmerie nationale, à ne pas confondre avec la gendarmerie maritime, et bien, cette brigade nautique a compétence sur un territoire qui va bien au-delà des côtes de la commune d'Agde. Enfin, je ne vais pas tout dévoiler, Jean-Charles Conègre va nous raconter tout ça et préciser quel est le rôle de la brigade nautique de la gendarmerie nationale pour ce qui est de la prévention, pour ce qui est de la répression et pour ce qui est aussi de l'enquête. Car on parle de gendarmes, certes, mais aussi les passionnés, eux, ne grimpent pas dans les arbres pour choper des excès de vitesse. Non, ben voilà, donc autant le dire. Voilà, mais ils se mettent en mer, mais on les voit mieux. Puis ils préviennent en principe quand ils font des contrôles de vitesse, voilà, à l'entrée du port, et c'est pour l'intérêt général. C'est pas pour le tir orchestre de l'État. Bref, il y a Daniel Métivier qui est également avec nous. Alors là, je ne vais pas dérouler, mais Monsieur le Président, on va vous appeler comme ça. Là encore, un président qui fait l'unanimité, ça fait rêver François, mais Daniel, lui, il l'est. Président avec multiples casquettes, fédération, la FNPPSF, Fédération nationale des ports, de la pratique de la pêche sportive en France. Pas tout à fait ça. Fédération nationale des pêcheurs, plaisanciers et sportifs de France. Il faut savoir que notre fédération regroupe à la fois des plaisanciers, donc des gens qui n'ont rien à voir avec la pêche, et de toutes les pêches, y compris la pêche à pied. Nous avons des clubs dans certaines régions de France de pêche à pied, puisque eux aussi ont leurs propres problèmes. Alors on va parler de sécurité, de réglementation, une réglementation qui a beaucoup évolué ces 2-3 dernières années. Il n'y a pas eu de révolution entre 2012 et 2013. C'est pas la première fois, messieurs, que vous venez nous parler de réglementation, et on est content. C'est la 4e année, je crois, que vous venez. Il y avait beaucoup de choses à raconter sur les changements il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans. Là, dans la période estivale qu'on a traversée, qu'on a passée depuis l'année dernière, il n'y a pas eu de révolution. Mais il y a eu néanmoins des évolutions. Monsieur Métivier. Oui, donc il n'y a pas eu de révolution, mais il y a eu quand même des petits changements. Mais la chose la plus importante qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est géré par ce qu'on appelle la division 240, qui gère la sécurité, le matériel de sécurité pour ce qui nous concerne aujourd'hui. En réalité, cette division 240 gère le bateau de sa construction, sa démolition. D'accord ? Mais pour la partie qui nous concerne, c'est la partie sécurité. Alors il est évident que quand cette division 240, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, est sortie dans les années 2008, il est évident qu'on ne pouvait pas du jour au lendemain exiger de tout le monde de se mettre au carré. C'était pas vrai. Donc il y a eu des choses qui se sont faites au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça que régulièrement, avec Jean-Charles, on venait ici vous présenter les nouveautés pour l'année qui allait suivre. Bon, aujourd'hui, les nouveautés, il y en a une, Jean-Charles en parlera tout à l'heure, c'est pour les engins tractés par les bateaux, les hors-bord, généralement, que ce soit bouée, skimatique et ainsi de suite, il vous en parlera tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est alors, je vais vous présenter naturellement quelques photos, mais qui ont un seul but, c'est de pouvoir parler, de discuter, voire échanger ensemble. La chose qui se passe pour moi, que je regardais, parce que moi aussi je suis sur l'eau, je suis même beaucoup sur l'eau, c'est que je m'aperçois qu'il y a des réglementations que tout le monde connaît, ou que je pense que tout le monde devrait connaître, et qui ne sont pas respectées. Alors, il est vrai, et là aussi Jean-Charles pourra me contredire peut-être tout à l'heure, il est vrai que les autorités, dans un premier temps, quand une nouvelle réglementation rentre en effet, il est évident que dans un premier temps, ils préviennent, ils disent attention, vous devriez, la loi vous impose que, donc ils font de la prévention. Mais il est évident aussi que passé un certain délai, on passe à la répression, puisque de toute façon, il y a des gens, la prévention ne suffit pas. Et puis, donc, à un moment donné, il faut bien dire et faire les choses pour que la réglementation soit mise en place. Donc, voilà ce que je voudrais qu'on fasse un peu le tour aujourd'hui. J'ai 2 sujets importants dont je voudrais vous parler, car ce sont véritablement des sujets d'actualité en termes de sécurité. C'est les gilets de sauvetage, je vais vous en montrer 2 qui sont à moi et je vous expliquerai après pourquoi. Et la VHF.
Aujourd'hui, il faut bien comprendre, donc on va prendre les sujets au fur et à mesure, ça doit marcher, impeccable. Alors ça, tout le monde sait qu'on est en 2013. On passe là-dessus. La VFI. Donc, vêtements à flottabilité intégrée. Jusqu'à présent, alors vous allez voir, pour ceux qui sont venus il y a 2 ans, il y a des choses dont j'ai déjà parlé à l'époque parce que c'était d'actualité, mais aujourd'hui, il faut vraiment agir et que tout le monde s'y mette parce que ça devient une catastrophe. Donc, l'idée c'est quoi? C'est qu'avant, ce gilet, par exemple, qui est porté par cet enfant, n'était pas très pratique pour à la fois ceux qui font de la voile et à la fois pour ceux qui pêchent, parce que pêcher avec un truc comme ça, excusez-moi, c'était difficile. Donc, nous avons aujourd'hui ce que nous appelons, c'est des VFI. Donc, les premières, enfin parmi les premières qui sont sorties il y a déjà quelques années, il y avait ce modèle. Je vais poser le micro. Alors, ce modèle présentait un inconvénient, c'est qu'il faut contrôler si ça marche. Pour le contrôler, il fallait l'ouvrir et regarder la petite pastille verte qui est à l'intérieur pour voir si elle était restée toujours verte ou si elle était passée au rouge. C'était déjà pas très pratique. Bon, maintenant, le matériel a évolué lui aussi. Aujourd'hui, en plus, cette VFI est en 100 newtons, puisqu'à l'époque, j'avais pensé, comme beaucoup, que 100 newtons c'était bien, mais on s'aperçoit qu'à l'usage, ça ne présente plus d'intérêt. Pourquoi? Que vous achetiez une 100 newtons et une 150 newtons, en termes de prix, c'est quasiment identique. Par contre, quand vous allez pêcher avec un de vos copains sur son bateau, vous amenez votre canne à pêche, amenez aussi votre VFI, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est pas un prix énorme aujourd'hui. Celle-là, je l'ai achetée hier ou avant-hier sur le quai, j'ai dû payer 90 €, je crois. Je pourrais sortir le ticket, c'est 90 €. Bon. Et l'avantage maintenant des nouvelles VFI, c'est que pour les contrôler, c'est très facile, puisque vous voyez maintenant, c'est transparent, donc on le voit à travers, il n'y a pas besoin de l'ouvrir. La date est marquée dessus, la date de validité de celle-là, c'est 2018 de mémoire. Donc aujourd'hui, rien ne justifie le fait de ne pas porter la VFI. Une autre chose aussi qui est en train d'évoluer, et ça je vous le lis en passant, c'est que avant, lorsque vous vouliez une lampe sur la VFI, il fallait faire comme j'ai fait là, c'est-à-dire une lampe qui marche normalement. Et il fallait l'intégrer pour éviter que ça nous gêne, parce que là, c'est facile de courir la vie sinon. Et donc la chose que je faisais, et on l'intégrait là-dedans, pas de problème, si on en a besoin ou on sait où elle est, et de toute façon on n'en a pas besoin, sauf le jour où on est à l'eau. D'accord? Donc elle est là, c'était bien. Maintenant, aujourd'hui aussi, la technologie, les choses ont évolué. Monsieur Métivier, il y a des personnes dans la salle qui nous demandent si vous pouvez vous lever comme voilà. Merci. Voilà. Bien sûr. Donc voilà, alors celle-là c'est la mienne, hein. Elle est un peu pourrie, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, moi je la porte. Et mon bateau qui va avoir 5 ans cette année, il a 1600 heures. D'accord? Donc n'importe quel vêtement que vous auriez porté pendant, celle-là elle a 4 ans, donc pendant 1200 heures, il serait aussi pourri que celui-là. D'accord? Bon. Donc voilà comment c'était fait. Donc choisissez de préférence. Alors, un point important, je ne suis pas là pour vendre des VFI. Moi, que vous l'achetiez chez Père Paul Jacques, je m'en moque complètement. Je suis là pour vous inciter à la porter. D'accord? Donc, la chose qui se passe, c'est que cette lampe, donc, je l'éteins, j'ai enroulé le fil, et ça rentrait là-dedans, c'était bien, c'était pratique. Mais la chose qui se passe, c'est que c'est pas toujours évident, les choses évoluent. Si vous devez choisir une VFI, prenez-en une qui est équipée d'un harnais, comme celle-là. Pourquoi? Parce que s'il se passe quoi que ce soit, vous avez besoin de vous accrocher, vous avez le mousqueton, vous avez tout à la fois. C'est pas la peine d'acheter 40 choses différentes, il suffit d'acheter un produit, mais le bon. D'accord? Alors, ce gilet aussi, cette VFI, est équipé d'un déclenchement manuel. Parce qu'on peut toujours supposer que le déclenchement automatique, pour X raisons, ne marche pas. Donc, choisissez un appareil qui est un déclenchement manuel et automatique. D'accord? Donc voilà. Alors, je voulais vous en parler et surtout vous expliquer que aujourd'hui, s'il est vrai que dans le passé, le port d'un gilet comme il porte n'était pas toujours facile, aujourd'hui, je ne vais même pas l'essayer parce que je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer, moi, de la mettre. Donc elle est pas mal, il faudrait que je règle les stands. Mais aujourd'hui, par exemple, sur celle-là,
J'ai acheté ça, je vous dis, 80 ou 90 €. Et voilà la lampe. Qui a la même fonction que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. La seule différence qui existe, c'est que l'autre, il faut la contrôler de temps en temps pour changer les piles, parce que c'est une lampe classique, un étanche plus classique. Alors que celle-ci, elle est valable pour 5 ans. Et elle ne se déclenche que quand on tombe à l'eau. D'accord? Et ça vaut 18 €. Ok? Donc, moi, mon but aujourd'hui, c'est pas de vous obliger à acheter des VFI, c'est pas de vous dire, non, mais c'est de vous dire, portez-la. Aujourd'hui, trop souvent, on s'aperçoit que les gens qui sont repêchés par la SNSM, je ne sais pas s'il y en a là aujourd'hui, il faut savoir que tous ceux qui ont des VFI ont été repêchés et sauvés. On n'a pas repêché un corps d'un mec qui avait une VFI, c'est pas vrai. Par contre, repêcher des corps qui n'étaient pas équipés de gilet ou de VFI, ça malheureusement on en a. Donc c'est un peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui sur le port du gilet. Et je vois par exemple qu'il y a un bambino là-bas. C'est fou de laisser un enfant sans gilet, mais pas pour vous. Alors je sais bien que de temps en temps on va entrer dans une anse ou à quelque part ou un machin et qu'on va faire de la bronzette. Très bien, vous l'enlevez à ce moment-là. Mais dès que vous repartez, dès que vous faites route, vous la remettez. D'accord? Et si vous êtes en pêche, de toute manière, quand on est en pêche, on ne bronze pas. On a soit un t-shirt ou quelque chose, donc ça n'empêche pas de porter la VFI. Et vous voyez, celle-là, elle a fait 1200 heures sur mon dos. C'est quand même, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Je peux vous dire une chose, on ne va pas le faire ici parce que je n'aurai pas le problème. Mais elle est prévue, celle-là, pour durer encore théoriquement une année. Je la mets au rencard, mais elle est prévue pour durer une année. Donc, voilà ce que je voulais surtout attirer votre attention. Le point important, c'est, alors, il faut simplement savoir qu'en termes de réglementation, vous êtes tenu d'avoir un gilet ou de VFI dans votre bateau. Vous n'êtes pas tenu de la porter. Mais moi, je vous dis, portez-la. Et quel que soit le bateau. J'étais cet été à la pêche au thon avec des amis qui a un 14 mètres. Je peux vous assurer que quand j'ai vu comment ça se fait, au bout d'un moment, on a tous enfilé nos VFI. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va se terminer. Vous avez beau avoir un 14 mètres, vous pouvez tomber à l'eau aussi. Donc, c'est un des éléments... Non, ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est un des éléments importants de... C'est un des éléments importants dont je voulais vous parler, et je voudrais arriver à vous faire, à sensibiliser tout le monde sur le fait que le port du gilet, et puis c'est pas ringard de porter un gilet. Quand j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit un jour sur un port, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, où j'étais en train d'expliquer à des jeunes, tiens, mettez un gilet, c'est la folie ce que vous faites, mettez un gilet. Il y a un vieux, à mon âge, qui est passé et qui a dit, ouais, mais moi ça fait 40 ans que je pêche, j'en porte pas. J'ai dit, oui, c'est vrai. Mais tous ceux qui sont morts parce qu'ils ont porté, ils ne sont pas là sur le quai pour pouvoir le dire. Et le véritable problème, c'est qu'on compte ceux qui s'en sont sortis, on ne compte pas ceux qui y sont restés au bout d'un moment. D'accord? Et donc, alors c'est peut-être cruel ce que je vous dis, c'est peut-être dur ce que je dis, mais à un moment donné, il faut arriver à choquer pour faire prendre conscience aux gens de l'utilité, de l'importance de porter un gilet ou une VFI sur soi. Bien sûr. Attends, le 1, 2, 1. Oui, alors juste, bon, on fait une conférence sur la sécurité, vous comprenez bien. Je reprends un peu derrière Daniel, là, parce que moi aussi, je voudrais apporter ma petite information là-dessus. Là, Daniel vous parle d'une VFI. Faut savoir que la division 240 ne prévoit pas expressément la VFI. Elle prévoit simplement que vous deviez avoir à bord un gilet. Ah ben voilà, un gilet. Donc j'empiète peut-être sur ce que tu vas dire, mais j'insiste un peu sur cette VFI parce que c'est actuellement ce qu'il y a de mieux sur le marché. Une brassière, c'est bien, c'est commode, comme il a dit, surtout pour vous, mesdames, pour vous faire bronzer, c'est pas évident, hein. Bon, avec ça, c'est léger, on peut le porter. Il y a différentes VFI, il y en a qui sont automatiques, il y en a qui sont manuelles, là, comme il vous a montré. Il faut savoir qu'il y a une petite pastille de sel, quand vous tombez à l'eau, c'est la pastille qui fond et qui fait que la brassière s'ouvre. Cette VFI, ce qui me paraît le plus intéressant là-dedans, c'est la petite lampe qu'elle a. C'est pas obligatoire au niveau réglementation, hein. Mais je peux apporter mon expérience là-dessus. Je vais souvent en mer, malheureusement, chercher des personnes. J'ai des exemples, je ne veux pas vous les citer parce que c'est un peu macabre, mais je vous garantis qu'une lampe comme ça, une lampe à éclat, là, comme ça, une lampe flash, ça se voit de très loin. Un hélicoptère, même en pleine nuit, il ne peut pas vous louper. Je dirais même en plein jour.
J'ai malheureusement récupéré des personnes qui avaient des brassières, mais qui n'avaient pas ce qu'on appelle ce point lumineux. Ben là, je vous garantis qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas. On peut chercher, même en hélicoptère. Je suis même monté en hélicoptère, on ne les voit pas. J'ai des exemples dans la région, récemment, enfin l'année dernière. Ça, pour moi, c'est le point primordial, c'est surtout cette petite lampe. Et si possible, il n'y a rien d'obligatoire, hein, mais si possible, une lampe à éclat, c'est ce qui se voit de mieux la nuit. Et je vous garantis qu'avec un hélicoptère ou avec un moyen aérien, on vous voit de loin. Sans ça, imaginez en pleine nuit un hélicoptère au-dessus de l'eau, noir dans le noir, on ne voit pas. Même un gilet fluo comme ça, c'est pratiquement invisible. Donc moi, où j'insiste là-dessus, bon, c'est sur le port de la VFI qui est actuellement le meilleur matériel du marché, mais surtout sur cette lampe à éclat qui n'est pas obligatoire, mais par contre qui peut sauver énormément de vies. D'ailleurs, je me demande pourquoi elle n'est pas obligatoire. Je ne fais pas les réglementations, mais c'est quand même un des points particuliers sur lequel je tenais vraiment à insister. S'il vous plaît, est-ce que si tout le monde est équipé de ces feux à éclat, ça évite le feu à Alors, ça évite, oui et non. Alors, je vais venir parce que c'est une autre réglementation dont je vais vous parler un peu plus loin. Non, on ne s'en sort pas comme ça, c'est pas... Non, mais oui. Non, le feu à retournement... Non, En oui. résumé, le feu à retournement, c'est le matériel du bateau, ça c'est le matériel individuel. Je vais vous expliquer ça. Donc, suite à ça, si vous voulez, on a créé une campagne au niveau de ma fédération, on a été les premiers à le faire, une campagne qui a été relayée après avec la SNSM, et je peux vous dire une chose, c'est qu'à l'époque, ils m'avaient demandé si je voyais un inconvénient, puisque c'est moi qui avais eu l'idée de la première campagne, et ils m'ont demandé si je voyais un inconvénient. J'ai dit non, je ne voyais aucun inconvénient, tout au contraire, parce que autour de ma fédération de monde, ça me paraissait difficile. Par contre, autour de la SNSM, ça me paraissait plus facile de regrouper l'ensemble des fédérations et l'ensemble du monde de la mer en général. Donc, tout ça pour vous dire que de plus en plus, on va vers ce genre de choses. On ne souhaite pas, je vais être très clair là-dessus, on ne souhaite pas que le port d'un gilet ou d'une VFI soit obligatoire. C'est contre notre principe qui veut que la mer est un espace de liberté. Mais c'est pas parce que c'est pas obligatoire qu'on doit faire n'importe quoi. Donc l'idée c'est ça. Alors là j'arrive à une question et je vais arriver directement à votre question, monsieur. Il est prévu dans le matériel embarqué sur un bateau, une bouée fer à cheval équipée d'un feu à retournement. C'est destiné, naturellement, j'ai tellement de trucs, non, vas-y continue. C'est destiné, normalement, c'est quand un homme tombe à la mer, c'est de prendre ça, de lui envoyer. Donc il a la bouée pour se rattraper et pour s'attacher, et il a le feu à retournement qui, normalement, se déclenche tout de suite et qui permet d'avoir une source lumineuse. Il se trouve que lorsque vous naviguez en solitaire, il n'y a donc personne qui peut vous envoyer une lampe ou vous envoyer quelque chose. Donc, la loi précise, parce que, alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est la loi. La loi vous m'oblige pas en solitaire de porter le gilet ou la VFI, mais elle m'oblige à porter la lampe. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que moi qui navigue souvent tout seul, parce que moi, sur mon bateau, ce que je veux, c'est qu'on me foute la paix, excusez-moi, donc je navigue souvent tout seul. Donc la chose qui se passe, si vous voulez, c'est que ce genre de lampe attachée à la ceinture, c'est bien, mais c'est pas terrible. Mais cette lampe, par contre, lorsque vous naviguez en solitaire, si certains d'entre vous naviguent tout seuls, ils sont obligés d'en avoir une sur eux. D'accord ? On ne pourra pas vous verbaliser parce que vous ne portez pas le gilet, je répète bien, mais on pourra vous verbaliser parce que vous n'avez pas la lampe sur vous. D'accord ? D'où le fait que moi, c'est mon ancienne, je vous l'ai déjà dit, j'ai attaché ni plus ni moins avec un petit cordon la lampe avec le gilet, comme ça quand je mets la lampe est dedans, je suis tranquille, et puis hop, roulez jeunesse. Donc ça, c'est un point de la réglementation qui est souvent méconnu et qui est très important parce qu'il faut que vous attendiez que tôt ou tard,
l'administration va sanctionner, parce que c'est quand même important. Et comme vous l'a dit Jean-Charles tout à l'heure, un point lumineux en mer, on le voit de très 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 loin. Là, je vais revenir aussi, je vais venir à la VFI, à la VHF après, je vais revenir sur un point qui est important. C'est une loi qui doit dater de 2012, oui, c'est ça, ou 2012. Et cette loi impose d'inscrire les numéros d'immatriculation du bateau à l'intérieur. Alors, à l'extérieur, ça n'a pas une grande importance pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les bateaux qui sont immatriculés, les anciens bateaux, en fait, qui ont quelques années, sont immatriculés avec un système qui est des lettres de 20 cm sur 10 de large et avec un trait de 2 cm 5, donc cela, c'est le maxi. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation qui existe, qui est illisible sur mon panneau, mais qui passe de 7 à 12 cm en fonction de la taille. Mais quand vous achetez un bateau neuf, le gars qui vous le vend va vous mettre des immatriculations conformes à la législation, donc là-dessus, je n'ai pas de souci. Par contre, quand vous achetez un bateau neuf, certains vendeurs vous mettent le numéro d'immatriculation, comme ici, sur le tableau, sur le poste de pilotage. C'est une obligation légale aujourd'hui. Par contre, tous les anciens bateaux sont tenus de faire la même chose, c'est-à-dire marquer les numéros d'immatriculation. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas eu de la part de l'administration des sanctions par rapport à ça. Mais ça va arriver, ne rêvons pas, ça va faire 1 an et demi que c'est en place, ça va arriver. Donc, pour presque rien, moi, on l'a fait dans mon club avec des DIMO, enfin l'équivalent des DIMO en tout cas, sur tous les bateaux terminés. Alors, comme je dis toujours, vous pouvez le faire même à la peinture si vous êtes artiste, hein. Vous pouvez même faire graver des lettres en or si vous voulez, il n'y a rien qui est imposé. La seule chose qu'on vous impose, c'est des lettres et des chiffres d'une hauteur de 1 cm. D'accord? Donc c'est quand même relativement simple. Alors, au départ, quand on montre ça, la première réaction des gens, c'est à quoi ça sert? Pour la sécurité. Il faut savoir que quand on retrouve un bateau en mer, et là il pourra vous en parler mieux que moi, quand on retrouve un bateau en mer et qu'on veut savoir à qui il appartient, d'où il sort, machin, il fallait que l'équipage, enfin les sauveteurs, se penchent à l'extérieur pour voir les numéros d'immatriculation. Maintenant, ils l'ont au poste de commande principal. J'ai dit principal parce que si vous en avez deux, comme dans certains bateaux, voilier, 50 ou ce que vous voulez, c'est au poste de pilotage principal. C'est une règle qu'il faut vraiment que tout le monde se applique aujourd'hui parce que, en termes de sécurité, pour les gens qui sont susceptibles de venir vous sauver, c'est quand même un point important. Et cette réglementation, elle est en vigueur. Donc il faut véritablement se mettre à l'appliquer aujourd'hui. Alors une petite précision, alors pourquoi la réglementation a changé donc depuis le 1er janvier 2012 et qu'elle impose de l'immatriculation intérieure, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Donc bon, je ne reviens pas, délai d'1 centimètre et tout. Parce que comme il le dit, bon des fois ça nous arrive de retrouver des bateaux en mer, mais enfin bon que nous on se branche, on est payé pour ça, c'est pas trop grave. Mais c'est surtout, il vous est tous arrivé de naviguer avec des personnes que vous amenez pour la première fois ou qui ne connaissent pas l'immatriculation de votre bateau. Imaginez que vous, le pilote, le propriétaire, vous tombez à l'eau et que la personne doit appeler au secours. Elle va se servir de quoi? De la VHF. Et la VHF, la première des choses qu'on va lui demander, je ne vous parle pas de la SN, je vous parle de la VHF en phonie, la première des choses qu'on va lui demander, c'est qui vous êtes. Imaginez-vous la personne qui est sur le bateau, qui monte pour la première fois dessus, elle est incapable de connaître ni le nom ni l'immatriculation. Donc, pourquoi le poste intérieur, visible du poste de pilotage et de la VHF, c'est pour pouvoir s'identifier. Là-dessus, le cross va pouvoir, avec l'immatriculation, va pouvoir identifier, prendre les premières mesures. Voilà, c'est surtout dans ce but-là. Parce que même vous, propriétaire d'un bateau, je suis sûr que je vous pose la question, il y en a au moins sur 2 qui ne connaissent pas l'immatriculation de son bateau. Et en cas de détresse, c'est quand même le point primordial, c'est de s'identifier. Voilà. Voilà pourquoi c'est devenu obligatoire depuis 1 an et demi, c'est que pour pouvoir s'identifier auprès des secours, là au moins vous me donnez votre immatriculation, dans les 2 minutes qui suivent, je sais à qui j'ai affaire. Et bien souvent le cross fait un contre-appel, c'est-à-dire que quand on va identifier le bateau, il va prendre la fiche, il sait à qui il s'adresse, et il va chercher tout de suite un numéro de téléphone pour essayer de faire un contre-appel. Ça évite,
c'est une anecdote, mais enfin, je peux vous le raconter parce que une fois, on m'a envoyé prévenir une famille qui avait quelqu'un de disparu en mer. Vous imaginez, moi, frapper à la porte, bonjour madame, vous êtes bien propriétaire d'un bateau, et tout, et c'était pas la bonne personne. Non, mais j'en rigole maintenant, mais sur le coup, j'en rigolais pas, quoi. Je sais pas. Voilà, donc avec ça, déjà, on sait à qui on a affaire. Voilà. C'est surtout dans ce but-là, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui puisse monter sur le bateau puisse s'identifier. Et aussi pour les grosses écluses, quand on passe sur le Rhône, on demande le numéro aussi, pour la première fois, c'est bien, il faut passer cette écluse-là. C'est compris également dans la réglementation fluviale, tout à fait. On ne se rappelle jamais, hein. Oui. Voilà pourquoi la réglementation a changé un peu. Voilà. Oui, monsieur. C'est obligatoire sur tous les bateaux. D'accord? Tous les bateaux, il n'y a pas d'exception à la règle. Pardon? Non, mais vous êtes tenu de l'avoir quand même à l'intérieur. Oui, oui. Il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Donc maintenant, c'est obligatoire, et c'est pour ça tout à l'heure je parlais de 50, parce que ça arrive qu'il y a encore des gens qui naviguent avec ce genre de bateau. Et il y a même des bateaux aujourd'hui, des bateaux de course modernes, où il y a un poste à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est sur le poste principal qu'on doit le mettre. Mais c'est valable pour tous les bateaux. Ah, alors je vais vous parler de la boule de mouillage, mais je vais vous en parler et je vais faire aussi, je vais en parler, j'ai pris la boule de mouillage parce que j'avais déjà cette photo, donc j'ai mis la boule de mouillage, mais il n'y a pas que la boule de mouillage. Aujourd'hui, et ça c'est un constat que je fais moi en étant en mer, en allant pêcher, je fais un constat qui est lequel? Aujourd'hui, sur tous les bateaux qui sont à l'ancre, allez, sur 100, il y en a 2 qui ont mis la boule de mouillage et je ne suis pas sûr d'avoir les 2. D'accord? Or, il faut que vous sachiez que ça fait partie de la réglementation. C'est une obligation. Et il y a même eu, dans un passé récent, un monsieur qui s'est fait couper en deux parce qu'il y en a un qui est rentré sous pilote et sans surveillance. D'accord? Celui qui est rentré sous pilote sans surveillance, il a eu des torts, c'est vrai, mais lui s'est fait reprocher de ne pas avoir mis sa boule de mouillage. D'accord? La boule de mouillage signale que vous ne pouvez pas manœuvrer. D'accord? Donc ça, c'est un point très très important. On ne se rend pas compte à quel point c'est important. Et donc, il faut absolument que lorsqu'on se met à l'ancre, alors les voiliers, pas de problème, c'est très facile à faire, mais même les bateaux à moteur, vous avez toujours un petit mât que vous pouvez mettre, moi j'ai pris un tuyau en plastique, vous voyez, un petit tuyau en plastique qui s'adapte à la place du fanion, et puis voilà, ça suffit, la boule de mouillage est fixée, je l'ai collée dessus, comme ça j'en vole plus. Bon, elle se démonte quand même. Alors, autre chose. C'est valable pour la boule de mouillage, mais j'ai rencontré aussi des gens qui font de la plongée, je ne sais pas si parmi vous il y en a, qui plongent sans avoir mis le drapeau alpha sur leur bateau ou l'avoir derrière soi. Et attendez, je suis désolé, mais là aussi, on a une réglementation, c'est pas la peine d'aller en refaire une autre ou d'aller refaire une autre loi. Il y a des lois qui existent, il faut véritablement qu'on les applique parce que ça devient véritablement très dangereux. En plus, comme on le verra peut-être tout à l'heure, on est de plus en plus nombreux à être sur l'eau. Alors, avec des gens qui font de la pêche, c'est vrai, des gens qui font que de se balader, des gens qui font des nouveaux sports tels que kitesurf et autres. Et donc, il faut véritablement que les gens, comme ceux qui sont à l'ancre ou que ceux qui sont en plongée, se signalent. Ça me paraît aujourd'hui important. Et je dis, attention, c'est dans la réglementation, c'est pas une lubie à Daniel Métivier. Alors, autre chose aussi, et que je signale, cette boule de mouillage, vous ne faites pas comme mon directeur du port. Il la porte 24 heures sur 24, 360 jours par an. Elle est dans le mât, même quand il est dans le port. D'accord? Alors celui-là, je vais me le faire, de toute façon, je vais me l'offrir un de ces jours. Mais la boule de mouillage, c'est quand vous vous mettez au mouillage. Et le drapeau alpha pour les plongeurs, c'est quand vous faites de la plongée. À ce propos-là, c'est souvent les bateaux de plongée ont en permanence leur drapeau. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment oui, alors on ne sait pas très bien quand est-ce que c'est ça aussi, c'est une anomalie. Mais là, je préfère un bateau qui l'a en permanence qu'un bateau où il y a un plongeur qui est sous l'eau qui ne l'a pas. Oui. Un bateau de plongeur doit-il être ancré pour qu'il plonge ou peut-il se déplacer avec un plongeur à côté? Alors, normalement, est-ce qu'il peut
Alors, alors, je vais répondre tout de suite, il n'est pas obligé d'être à l'ancre. Il n'est pas obligé, absolument pas. Ça s'appelle de la plongée dérivante. Oui, ça s'appelle comme vous voulez, mais je vous dis qu'il n'est pas obligé. Moi, bon, en tant que commandant de la brigade nautique, tout mon personnel est plongeur. Hein. Donc c'est moi qui suis chargé de les récupérer en mer. Ils bougent sous l'eau. Hein. Moi, mes gars, ils font facilement plusieurs centaines de mètres, donc il faut bien que je me déplace pour les récupérer. J'en ai vu un qui était donc, il y avait des bateaux qui se déplaçaient, les plongeurs derrière, qui se déplaçaient entre la Lose et la terminale sud de Breslau. Il y avait des bateaux qui rentraient, qui sortaient du port. Très sécurisé. Est-ce que le bateau arborait déjà le pavillon Alpha? Oui. Il y a une réglementation, et là je me permets d'en parler alors que l'année dernière à la même conférence on m'avait posé la même question, j'étais un peu embêté. Mais là je me permets d'en parler parce qu'il y a une règle qui dit qu'on doit s'écarter à 100 mètres ou 150 mètres, je sais plus, 100 mètres, à 100 mètres d'un pavillon Alpha. Et l'année dernière j'étais un peu gêné parce que c'était pas obligatoire en Méditerranée. Alors personne ne le disait, on ne le disait pas, nous surtout parce qu'il en va de la sécurité. Mais en fait, même si vous la prenez dans le code Vagnon, c'était un règlement qui était régi que par un arrêté Prémar de l'Atlantique. Et bon, j'avais fait remonter l'information et 2 ans après, je ne sais pas si c'est grâce à moi, mais 2 ans après, quand même, ils ont refait l'arrêté Prémar. Maintenant, c'est prévu. Donc, en fait, voilà, vous devez vous écarter d'un pavillon Alpha. Même qu'il soit en train de naviguer, même qu'il soit dans un endroit qui vous gêne où vous avez spécialement envie de passer, vous devez vous écarter, c'est la loi. Bon, alors là on va rentrer dans le détail, je vais vous donner 2 points, puis après on va couper court, parce que sinon on va discuter pendant 2 heures là-dessus, je connais très bien le problème, vous pensez bien. Il y a une certaine interdiction au niveau notamment de la chasse sous-marine, hein, ici du côté de Brescou, donc à la sortie du port et tout. Bon, il y a un règlement qui est clair, hein, c'est que durant toute l'année, sauf une certaine période, il est interdit de chasser à 1 000 autour de Brescou. 1 000, vous êtes dans le port. Voilà, 1 000. Sauf pendant la période estivale, où là, vous pouvez exercer votre passion de chasse sous-marine entre la pointe de Brescou et, si je me souviens bien, ça doit être le... Comment s'appelle ça, les falaises là, qui est là-bas là, voilà. Hein. Et de l'autre côté, de l'autre pointe de Brescou jusqu'à l'entrée du Brodag. Là aussi, il y a un non-sens, puisqu'on autorise la chasse sous-marine à l'endroit où c'est le plus dangereux. J'ai personnellement traité un accident qui est passé en justice d'ailleurs, hein, un plongeur qui a été... mais moi, dans mon procès verbal, je fais ressortir justement cette réglementation, cette plongeur n'avait rien à faire là. Et là, pour ceux qui me connaissent ou qui connaissent mon bateau, c'est un peu notre dada l'été, parce que c'est vrai que c'est là où il y a le plus de poissons, et c'est vrai que là, c'est là où les chasseurs sous-marins ont l'habitude d'aller. Mais sachez que, c'est pas, je vous dis pas de les couper en deux, hein, c'est pas du tout mon but, hein, mais sachez qu'il y a une réglementation là-dessus. Bien. Bon, juste un point sur la boule de mouillage, parce que bon, l'anecdote là qui est racontée, je l'ai personnellement vécu aussi. Là, j'insiste parce que effectivement, il y a un constat, c'est que personne n'a mis. Personne n'a mis. Vous avez, pour la majeure partie d'entre vous, passé votre permis, vous savez qu'il y a des privilèges en mer. Le privilège le plus important, c'est le mouillage. Vous êtes privilégié par rapport à tous les autres bateaux. Mais pour pouvoir être privilégié, il faut savoir que vous êtes privilégié. Et la seule façon de le savoir, c'est d'arborer cette boule de mouillage qui est prévue, non pas par la division 240, mais par le RIPAM, un règlement international de prévention des accidents en mer. Donc c'est prévu, c'est prévu. J'ai traité un accident avec un plaisancier qui était là tranquillement à la pêche, au mouillage, et il s'est fait un chalutier qui est rentré au port, c'était pas ici, pour ça je peux en parler, un chalutier qui est rentré au port n'a pas pris le bateau directement, mais il a pris le mouillage. Et je vous laisse imaginer la tête des 2 clients qui étaient sur leur petite embarcation, mais ils sont venus me voir, ils ont même déposé plainte, mais la plainte a été classée sans suite, ils étaient en tort. Ils n'avaient pas la boule de mouillage, et bien sûr le patron pêcheur qui connaît très bien la réglementation m'a tout de suite dit, mais moi je ne savais pas qu'ils étaient au mouillage, donc pour moi c'est moi qui suis privilégié. Vous voyez que ça peut avoir quand même de sacrées conséquences.
Oui, et n'oubliez pas non plus, j'ai oublié de vous le rappeler tout à l'heure, que la division 240 a assoupli un certain nombre de règles, mais rend le capitaine du bateau responsable. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même se souvenir. Responsable parce que y a la responsabilité vis-à-vis des autres, c'est une chose, mais là où vous allez vous amuser, c'est si vous devez vous expliquer avec votre propre assureur. Parce que quand il va y avoir des sous à sortir, je vous souhaite bien du plaisir si vous n'avez pas mis la boule de mouillage ou pas mis le drapeau alpha ou ne pas respecter la réglementation. Là, j'ai un petit... petite question, je suis où? Je pense que tout le monde a vu la photo que j'ai montrée tout à l'heure, la mer. D'accord? Je vous l'ai laissé pendant tout le temps que Jean-Charles parlait. Pourquoi c'est là que je voulais en venir? Parce que dans cette photo, il y a un homme à la mer. Voilà. Et je vais vous montrer la même photo avec un produit pour se signaler. D'accord? Et donc, je voulais vous en parler parce que on ne se rend pas compte de l'importance d'être vu. Et même, c'est pas parce que vous voyez l'avion, vous voyez l'hélicoptère, vous voyez la vedette de la SNSM, et je regrette qu'il n'y en ait pas un aujourd'hui ici. Habituellement, ils viennent à plusieurs, mais ils ont une jolie vedette aujourd'hui, donc ils s'amusent. Hein. Voilà, ils font le baptême. Combien de gens disent, quand ils ont été repêchés, 3, 4, 5 heures plus tard, dire « mais je vous ai vu passer il y a déjà un moment ». Mais parce qu'on ne les a pas vus. Alors, je voulais vous montrer cette photo, sachant que par rapport à la première, alors j'ai un petit problème, il y a peut-être des choses qui sont encore en rouge ou en rosé, qui sont rosées. C'est la même photo. C'est la même photo. J'ai juste tiré le rouge ou le rose de la photo avec de la mer que j'ai fait. Mais le bonhomme tel qu'il est, vous le retrouvez sur l'autre. Et quand j'ai trouvé cette photo, parce que je vous le dis franchement, j'ai trouvé cette photo sur Internet. Quand j'ai trouvé cette photo sur Internet, j'ai dit c'est ça qu'il me faut, parce que là, lorsque vous tirez le rouge, on voit tout de suite on vous voit plus, ou très mal. Et vous imaginez une vedette, vous imaginez un avion. Alors, sachez, et pour votre sécurité, qu'il existe ce genre de choses. Il existe aussi ce genre de bâtonnet. D'accord? Ça tient 12 heures allumé, et contrairement aux fusées des bateaux, que lorsque vous en tirez une, il vaut mieux avoir un gant, parce que sinon vous ne le ferez pas 2 fois. D'accord? Celle-ci, il n'y a aucun problème. Et ça tient 12 heures, donc si vous, naturellement, vous l'allumez pas si vous voyez rien, que vous voyez qu'il n'y a rien, mais si vous voyez un avion, si vous voyez un bateau qui se rapproche, vous le déclenchez. Pendant 12 heures, ça reste allumé. Donc il y a encore cette fumée, et il y a un troisième système qui existe, c'est un produit que vous ouvrez un sachet, qui se répand autour de vous sur l'eau, et c'est fluorescent. Et je vous promets que c'est, pour être vu, c'est l'idéal. Un homme à la mer, son problème, c'est d'être vu. Ah, lui, il va avoir du monde, hein. Mais je ne suis pas sûr que les gens qui le recherchent vont arriver à le voir. Et je voulais vous montrer ces photos pour vous sensibiliser sur ce genre de choses. VHF. Alors, la VHF, c'est le deuxième sujet dont je voulais vous parler vraiment. La VHF est... Bon, aujourd'hui, la VHF, il faut quand même savoir que la règle a changé. Beaucoup d'entre vous avaient une VHF portable non déclarée parce qu'à une époque, ils n'avaient pas le CRR, certificat restreint de radiotéléphoniste, et donc, ils n'avaient pas le droit d'utiliser une VHF puisqu'ils n'avaient pas le CRR. La loi, avec le temps, a évolué, et on est arrivé aujourd'hui, parce qu'il y a eu 2 étapes, mais on va venir directement à l'étape d'aujourd'hui, vous avez le droit d'utiliser une VHF dans la bande des 12 000, c'est-à-dire dans les eaux territoriales françaises. Alors ça change tout, parce que vous ayez le CRR ou que vous ne l'ayez pas, tant que vous êtes dans la bande des 12 000, vous avez le droit d'utiliser cet article. Alors, il faut savoir que la VHF est un élément de sécurité et de solidarité. Sécurité, vous l'avez tous compris, c'était très simple de le prendre. Moi, je l'ai utilisé pour moi cet été, croyez-moi que j'étais bien content que quelqu'un puisse me répondre. Parce que oui, on peut s'occuper de la sécurité et puis avoir des pépins en mer. Donc, cet outil,
sécurité, donc vous l'avez compris, on appelle, il y a quelqu'un qui répond au bout, pof, terminé. Mais solidarité, pourquoi? Parce que à un certain niveau, une certaine limite, vous n'êtes plus entendu par le CROSS. Et donc les autres bateaux doivent assurer la solidarité en relayant l'information qu'ils ont reçue au CROSS. Alors ce relais peut se faire en 2 ou 3 bateaux, ça n'a aucune espèce d'importance. Le principal, c'est que le CROSS ait l'information de ce qui se passe en mer et de l'incident qu'il y a en mer. D'accord? Donc aujourd'hui, là c'est pareil, c'est pas une obligation, mais on va faire une campagne avec la SNSM sur le fait d'avoir une VHF, puisqu'aujourd'hui le CRR qui était le blocage ne l'est plus. D'accord? Et en termes de sécurité, c'est le top. Alors, ceci dit, la VHF, comme vous voyez là, marche très bien, et vous avez même sur celle-là un bouton de détresse que vous voyez je ne sais pas si vous le voyez, parce que moi je suis daltonien, alors les couleurs, comme c'est un bouton qui est avec un cadran rouge, je ne le vois pas. Donc, il y a un bouton de détresse, vous le planchez, vous appuyez 5 secondes. Si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez appuyer, répondre, donner un message et appuyer derrière. Si vous n'avez pas le temps, vous tenez 5 secondes et on sait. Mais l'avantage énorme, c'est que si vous avez déclaré l'appareil, comme la loi vous l'oblige, là par contre, et c'est gratuit, donc il n'y a aucune raison de ne pas respecter cette règle, à ce moment-là, quand vous avez déclenché votre détresse, le CROSS sait où ça se situe, surtout s'il est accouplé à un GPS, et qui sait. Donc pour intervenir, c'est quand même beaucoup plus facile pour intervenir, pour vous venir vous sauver. Et même si vous partez parce que le bateau brûle et puis que vous êtes obligé d'abandonner votre bateau, de vous jeter à l'eau, que ce soit dans un bateau de survie ou que ce soit carrément à l'eau grâce à votre gilet, on sait où vous êtes. Et on va vous retrouver très vite. Alors, ça, ce sont ces 2 points sur lesquels, avec la SNSM, on va faire des campagnes cette année, parce que la VHF, en termes de coût, c'est pas ce qui coûte le plus cher, il faut reconnaître, c'est pas des prix exorbitants aujourd'hui, c'est quand même plus facile à avoir. Il existe aussi des portables que vous pouvez déclarer, mais déclarez-les aussi. On ne déclare pas uniquement les postes fixes comme celui-là, on déclare aussi les portables. C'est gratuit, vous le faites sur Internet, tu pourras intervenir après si tu veux, c'est gratuit. Vous le faites sur Internet, il y en a pour 5 minutes. L'agence des fréquences, vous allez voir, vous tapez agence des fréquences et vous allez voir, ça va venir tout de suite. Et vous aurez tout le truc qui va se défiler derrière. D'accord? Alors, une chose que vous voyez sur ce bateau, je n'aurais pas le dire, c'est le mien, n'allez pas le couler. Je l'ai mis mon numéro MMSI dessus et mon indicatif radio qui m'était dit pourquoi. On me l'a demandé qu'une fois. J'ai appelé le CROSS une fois, ils m'en ont demandé qu'une fois. Mais ce jour-là, le papier était au fond du bateau pour aller le chercher, bonjour. Donc quand j'ai fait le marquage de mon bateau à l'intérieur, j'ai marqué aussi ces 2 numéros, comme ça terminé, infini, on n'a pas plus. D'accord? Mais ça, ce sont véritablement des éléments de sécurité et on ne peut pas se rendre compte à l'importance que ça peut avoir quand on a un pépin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la VHF? Oui, vas-y. Bon, la VHF. Alors bon, le CRR, comme il vous l'a dit Daniel, le CRR, c'est pas qu'il n'existe plus, il existe toujours le CRR, le certificat restreint de radiotéléphoniste. Il existe toujours. C'est-à-dire que ceux qui passent maintenant leur permis côtier depuis l'année dernière ont un module dans le permis côtier qui inclut le CRR. Donc il est inclus. Par dérogation, ceux qui avaient déjà le permis, on voyait mal comment les obliger à aller repasser le CRR, donc par dérogation, ils ont acquis le CRR. Voilà. Mais le CRR n'est pas supprimé, il existe toujours. Il n'est pas obligatoire que dans les eaux territoriales françaises. Si vous allez en Espagne ou si vous allez à l'étranger, n'oubliez pas que là, on risque de vous demander le CRR, ou le CRR, c'est un diplôme international, hein, donc on risque de vous le demander. Voilà, ça c'est pour le CRR. Les 2 numéros que vous avez vus là, le MMSI, alors comme Daniel vous l'a dit, dès que vous avez une VHF, même une portative, hein, une 6 watts, vous êtes obligé de la déclarer à l'Agence nationale des fréquences, comme il vous l'a dit. C'est gratuit, ça se fait par Internet, à NFR. Ils vont vous envoyer 2 numéros, les 2 numéros que vous avez vus là,
c'est le numéro MMSI. Le numéro MMSI ne correspond pas à vous, il correspond à la VHF. Voilà. En cas de... si vous avez une VHF avec ASN, c'est-à-dire couplée avec le GPS automatique, hein, le cross va vous identifier par ce numéro qui va s'afficher, par le numéro MMSI. C'est le numéro de la VHF. Je répète, ce n'est pas votre numéro propre à vous, c'est le numéro de votre VHF. Le numéro que vous avez au-dessus, c'est l'Agence nationale des fréquences aussi qui va vous le délivrer dans la licence gratuite qu'elle va vous envoyer. Ça, c'est votre indicatif à vous. C'est-à-dire que si vous vous servez, je ne sais pas, on va peut-être pas en parler, c'est un peu compliqué, mais pour ceux qui connaissent la SN, si vous vous en servez, dans les messages qui vont s'afficher, on va vous demander ce numéro-là, votre indicatif radio. On va vous le demander. C'est d'ailleurs la première ligne des 5 messages qui sont prévus, c'est la première ligne à remplir. Oui. Donc, c'est bien, c'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé de faire comme Daniel, de les avoir juste à portée de la VHF. Parce que ces numéros-là, votre licence, bien souvent, elle est à la maison, elle n'est pas sur le bateau. Et en cas de pépin, si on vous demande ces numéros, bon, le numéro MMSI, il est inscrit, il est automatique, il est inscrit dans votre VHF, hein, mais pas le deuxième. Et en matière de réglementation, 2 permis bateau demain entre 14h30 et 15h30. On reviendra en détail sur la réglementation du permis bateau. Attendez, avant de prendre les 2 questions qui sont posées, je voudrais quand même rappeler qu'il n'y a plus de CRR pour ceux qui ont un permis côtier ou un permis bateau. Je le dis parce que ceux qui ont un voilier qui n'ont jamais passé le permis sont tenus d'avoir le CRR. D'accord ? Donc c'est un point important. Attendez, je vais passer la question au monsieur là-bas. Oui. Le numéro MMSI, il est sur toutes les VHF même anciennes parce que moi je reçois le papier des fréquences, là, mais je n'ai pas vu le numéro MMSI. Alors si vous avez une attestation de l'agence des fréquences, normalement vous l'avez dessus. J'ai mon code, mes initiales avec le numéro, avec le chiffre. Alors le numéro MMSI, il est dans votre VHF. Alors, il y a des VHF vous pouvez le rentrer vous-même, mais vous l'avez dans votre licence. Hein. Regardez bien, vous devez l'avoir dans votre licence. Et soit vous pouvez le rentrer vous-même, soit pour certaines VHF, et c'est là où il y a un problème, pour certaines marques, il faut passer par le constructeur. Si vous achetez votre bateau neuf, normalement en général c'est le constructeur qui s'en occupe, qui demande la licence et qui vous... Maintenant, à vérifier sur votre VHF, à vérifier, ça serait bien que vous ayez gardé la notice, chose qu'on ne garde pas toujours, parce que la notice vous explique comment rentrer le numéro MMSI. Mais le poste est fait, le bateau daté de 1985, je pense que la VHF est la même chose. Vous l'avez mis, est-ce que vous êtes titulaire de la licence déjà? Est-ce que vous l'avez bien mise à votre nom? Ah oui, oui. Oui, d'accord. Donc vous avez bien une licence qui vous est propre. Et bien vous avez tout dessus, le MMSI, Alors attention, quand vous allez vouloir le rentrer, le numéro, parce que moi c'est ce qu'il a fallu que je fasse, puisque il a fallu que le numéro, vous plantez pas. Parce que si vous vous trompez, vous ne pouvez plus rien faire. Il faut reprendre et l'envoyer au constructeur qui va vous le réinitialiser. Et c'est un point important, donc il faut faire très attention lorsqu'on le fait. Oui, monsieur. On a 2 VHF, la fixe et la mobile. Il faut 2 numéros, donc on a 2 numéros de MMSI. Oui. Mais il est possible qu'ils vous mettent une seule licence avec les 2 appareils. Si vous l'avez déclaré en même temps, vous avez effectivement une licence avec 2 lignes. Il y a 2 lignes, hein, vous savez. Voilà. Et là, vous avez vos deux appareils. Quand on fait la demande de licence, il faut déclarer le radar, si on a, et les VHF, si on en a plusieurs. Et tout est sous le même nom. Si vous achetez tout en même temps. Non, mais même voilà. Après, ils le remettent. Il suffit de le donner. Internet, on peut intervenir sur son propre compte et rajouter des appareils. Et ils gardent le même MMSI. Moi, j'avais une autre question. Je voulais savoir, quand on a le permis autorier, est-ce qu'on a l'extension CRR internationale ou on est toujours national? Non, le CRR, il faut le passer au-delà des 12 000. Vous pouvez avoir le hauturier, du reste le hauturier vous permet de faire des 6 ou 12 000, alors que normalement, c'est pas normalement, permis côtier, vous n'avez pas le droit de dépasser les 6 000. Donc avec votre permis hauturier, vous pouvez aller jusqu'aux 12 000, mais si vous dépassez les 12 000, vous devez avoir le CRR. Ouais, absolument. Oui, c'est pas le permis qui vous limite, hein. Le permis, vous pouvez aller bien au-delà des 12 000. Mais par contre, il vous faut la VHF. Et après, bon, on va pas trop rentrer dans les détails, mais après, selon les distances, ce n'est plus le système VHF.
Après, c'est d'autres systèmes. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui naviguent souvent au-delà des 200 000, mais vous savez que si vous voulez faire le tour du monde, votre CRR, il ne vous servira plus à grand-chose. C'est d'autres diplômes et d'autres matériels qu'il faut. Hein. Je suis titulaire du permis C depuis 20 ans. Est-ce qu'il faut que je fasse une démarche pour avoir CRR? Non, de toute façon, le CRR, vous l'avez au même titre que tout permis. C'est-à-dire, vous avez le permis C, c'est l'ancien permis hauturier, puisqu'aujourd'hui c'était simplifié, maintenant il n'y en a plus que 2, et il n'y en a plus 3 comme à l'époque, A, B, C. Maintenant, avec votre permis C, vous avez le droit au hauturier comme vous l'aviez jusqu'à présent. En ce qui concerne le CRR, vous êtes comme tout le monde, 12 000. 12 000 sans le CRR. Au-delà, il vous faut, comme tout le monde, le CRR. Voilà. C'est bon ? Alors, oui, il y a un numéro que je rappelle, normalement tout le monde devrait le savoir aujourd'hui, mais que je rappelle, c'est qu'à une époque, on pouvait utiliser le 16-16 à partir du téléphone. Maintenant, c'est le 112 qu'il faut faire. D'accord ? Donc, le 16-16 est arrêté aujourd'hui. Ils l'ont arrêté au fur et à mesure, c'est le 112. Et un petit point que je voudrais rajouter. Le fait d'avoir un portable, quand vous montez sur votre bateau, c'est bien. Ça ne vous empêche pas d'avoir une VHF. Mais ce que je veux dire, c'est pas parce que vous avez une VHF sur le bateau que vous devez laisser le portable dans la voiture sur le quai. Vous pouvez avoir les deux sur vous. Parce que de toute manière, quand les ennuis commencent, on ne sait jamais quand est-ce que ça va se terminer. Alors qu'il y aura toujours quelque chose qui va vous planter au dernier moment. Donc, et je parle pas, vous savez, moi j'ai fini à l'hôpital, alors je sais de quoi je parle. Donc, l'un ne supprime pas l'autre. C'est comme quand on parle du GPS. Le fait d'avoir un GPS doit pas vous dire, bon ben les cartes et mon compas, poubelle. Non, c'est des éléments supplémentaires, c'est l'électronique qui se met au service de la sécurité et de chacun d'entre nous, mais ça ne doit pas être autre chose. Petite précision, le 112, c'est pas le numéro du CROSS. Non. C'est un numéro, vous allez bien souvent tomber chez les pompiers, qui eux vont vous mettre en relation avec le CROSS. Le 112, c'est un numéro d'urgence qui est devenu national, voire international dans certains pays, ils appliquent également le 112. C'est un numéro d'urgence. Vous ne tombez pas directement au CROSS. Hein. Moi, ce que je vous conseille au niveau du portable, je vous conseille de mettre le numéro du CROSS, le numéro téléphone du CROSS tel qu'il apparaissait ici, là, de le mettre sur votre portable. Alors, si vous voulez qu'un numéro vienne en tête, parce que généralement on a un système de défilement, vous mettez 2A en départ, 2A, CROSS, 2A, ceci, et ainsi de suite. Moi, j'ai mis 3 numéros comme ça de sécurité sur mon portable, en mettant AA CrossMed, AA temps, et ainsi de suite. Comme ça, je sais que de toute manière, même les yeux fermés, je suis capable d'appeler quelqu'un. Donc voilà. Donc, la sécurité, c'est un élément important. Comme nous le conseille ce monsieur, bon courage à l'encourage, parce que lui, il est à la rame, mais nous, on a la chance de faire autrement. D'accord ? Mais nous sommes à votre disposition s'il y a d'autres questions à poser ou si vous souhaitez poser des questions. Oui, monsieur. Oui. Tout à l'heure, je reviens sur la question des gilets. Oui. Vous n'avez pas parlé des lignes de vie et des longes qui sont pour autant obligatoires. Non, qui sont pas et qui sont. Alors attendez. Les longes et les harnais. Les harnais, si vous prenez celui-là, vous l'avez. Oui. La longe, vous ne devez en avoir que dans le hauturier. Et c'est une par bateau à moteur, ce qui est complètement différent pour la voile. C'est comme le harnais sur un bateau à moteur, vous devez en avoir un à bord. Ok ? Et donc la longe. Alors du reste, la réglementation avait été changée, puisque, tu te souviens, c'était marqué harnais, donc dans la tête à tout le monde, le harnais, il y avait la longe derrière, mais comme ça n'avait pas été précisé, il y a des gens qui avaient le harnais, mais qui n'avaient pas la longe. Je voudrais qu'ils m'expliquent comment ils sont retenus à leur bateau. Bon, mais c'est uniquement en hauturier que c'est une obligation. D'accord. Petite question concernant l'évolution de la réglementation des bateaux qui tractent. Il y a quelque chose qui s'est passé là, non ? Oui, alors juste très succinctement. Bon, au niveau réglementation en mer, il y a différents textes. Donc il y a la division 240 qui parle de la sécurité, entre autres, qui parle de la sécurité. Il y a le RIPAM, Règlement international
de protection. Non, oui, c'est abordage en mer, ça c'est sûr, mais c'est le P qui me jette. Bon, bref, voilà, c'est ce qui... Prévention, voilà. Ça, c'est ce qui régit toutes les règles de bar, les privilèges, les machins, tout ça. Et puis, il y a des arrêtés prémar. Bon, et là, justement, moi je vous en parle très succinctement parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais cet été, il y a un nouvel arrêté qui est sorti, le 125/2013, du préfet maritime de la Méditerranée, qui réglemente la navigation le long du littoral des côtes françaises de Méditerranée. Alors pour ceux qui connaissaient, il abroge l'arrêté du 20 mai 2004, je crois. Voilà, donc il abroge. Donc c'est celui-là qui rentre en vigueur. Il n'apporte pas grand-chose concernant, il garde les mêmes, il parle de la vitesse, vous savez, dans la bande des 300 mètres, tout ça. S'il n'y a pas grand-chose qui vous concerne, s'il a gardé les mêmes articles, il n'y a qu'une chose qui a changé. S'il y en a qui font de la bouée tractée, parachute ascensionnel ou autre, voilà, c'est que, vous savez, cette fameuse flamme orange qui était obligatoire que pour les engins tractés, bon, maintenant elle devient obligatoire également pour les parachutes ascensionnels et tout, donc ils ont réglementé maintenant, tout ce qui est tracté doit avoir cette flamme orange. C'est la grosse différence, c'est simplement qu'ils ont simplifié, ils ont englobé tout ce qui est tracté. Voilà. Bon, sinon, il n'apporte pas grand-chose. Je vous invite quand même à le lire, parce que c'est quand même lui qui réglemente toute la navigation en bord de Méditerranée. Bon, je pense que vous connaissez, vous savez que dans la bande des 300 mètres, si elle est balisée, vous ne devez pas naviguer, c'est celui-là qui le précise, hein. Vous ne devez pas naviguer en dehors des chenaux. S'il n'y a pas de balisage, vous pouvez naviguer, mais à moins de 5 nœuds, voilà. Tout ça, c'est cet arrêté qui le reprend. Il faut savoir qu'un arrêté, il reprend la réglementation en vigueur, qu'elle soit dans le RIPAM ou dans la division 240 ou dans d'autres textes législatifs, mais il ne peut être que plus répressif. C'est-à-dire qu'il ne peut donner que des éléments, des obligations ou des interdictions en plus de ce qui existe déjà. Jean-Charles Coneg, rassurez-nous sur un fait, un skieur nautique ne va pas être obligé de porter un casque avec un oriflamme orange sur la tête. Un skieur nautique. D'accord. Bon, alors, allez. Non, c'est pas d'actualité, ça. Hein, non, mais il y a quand même une réglementation concernant le ski nautique. Bon, je vais la rappeler sur vous, si tu veux. Bon, le ski nautique, il faut savoir que le ski nautique, il faut au moins 2 personnes à bord du bateau tracteur, une qui pilote, une qui surveille. Il faut savoir que des fois il y a 2 skieurs nautiques. Il faut savoir que le bateau peut accueillir le nombre de personnes tractées sur le bateau sans dépasser, vous savez, la fameuse petite plaque que vous avez tous là, si votre bateau est antérieur à 1985. Donc la plaque constructeur, si elle prévoit 4 personnes à bord, vous ne pouvez pas monter une 5e. Donc toujours penser, surtout pour, peut-être pas le ski nautique, mais pour les engins tractés, les bouées tractées, s'il y a 3 personnes, il faut quand même penser que ces 3 personnes doivent pouvoir monter sur le bateau sans dépasser les normes du constructeur. Vous avez évoqué le mot répression, justement, il y a eu des changements notables l'année dernière, vous étiez dans une phase de prévention, et on peut dire que par rapport aux évolutions qu'il y a eu, vous y êtes allé progressivement, les forces de l'ordre en général, hein, vous n'êtes pas allé avec un bâton tout de suite, le temps de laisser aux gens s'approprier l'évolution de la réglementation. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous passez à une phase plutôt répressive que préventive? Moi j'assimile la répression au danger. Je ne pense pas, pour ceux qui m'ont croisé en mer, je ne pense pas que nous soyons une brigade hyper répressive, toutefois, j'insiste pour que nous soyons une brigade efficace. Dans la mesure où certaines infractions constatées peuvent appeler à un danger imminent ou à un danger pour les personnes, je ferme moins les yeux que pour une brassière qui aurait été oubliée. Ça se comprend, ça se comprend. Nous sommes ici devant le Cap d'Agde, j'ai tout le département à m'occuper. Hein. J'ai quand même des grands ports, je m'occupe de la Grande Motte, je m'occupe de Palavas, je m'occupe, bon, bref, il y a quand même des grands ports. Et des eaux intérieures, de l'étang. Et des eaux intérieures, non mais là on ne parle pas de la brigade nautique, on parle de sécurité. Voilà, donc il est certain qu'il y a certaines constatations qui ne nous laissent pas de bois. Dès qu'il y a un danger pour les personnes, on ne peut pas fermer les yeux. Si je vois des bateaux qui naviguent à vive allure dans la bande des 300 mètres avec des baigneurs qui sont pas loin, vous comprenez bien que je ne peux pas me permettre de donner qu'un avertissement, parce qu'un avertissement c'est bien, mais bien souvent on s'aperçoit qu'on retombe sur la même personne après alors 2 avertissements c'est trop. C'est trop, parce qu'entre-temps il peut y avoir un danger pour les personnes. Voilà. Donc autant on peut
faire de la prévention en mer, et on en fait énormément. Hein, justement, c'est un peu le but de ces conférences, c'est de vous expliquer que la réglementation évolue et que les choses peuvent changer d'une année à l'autre. Je pense qu'il n'y en a pas assez, ce type de conférences, que les gens ne sont pas assez informés, donc c'est un peu le but. Mais d'un autre côté, on peut faire beaucoup de prévention, mais quelque part, c'est mon métier, je ne peux pas aller à l'encontre, mais je pense que la répression est parfois utile. Il y a d'autres questions? Oui. Allez. Je poserai peut-être des questions après, comme avant. C'est sur la réglementation des jet skis. Ça ne concerne peut-être personne dans l'Assemblée. Bon, deux mots, et puis si je ne réponds pas, on verra éventuellement tout après. On s'est rencontrés au printemps, et j'étais surpris que j'ai pas eu la réponse, quoi, enfin, en quelque sorte. Malheureusement, quoi. Ah, vous n'avez pas eu la réponse que vous vouliez entendre, c'est différent. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez récent et qu'on essaye d'assimiler donc le bateau et à la réglementation donc, des bateaux. Bon, pour ma part, c'est ce que j'ai compris. On en parlera après. Madame. C'est marrant ça, ouais, parce que vous avez bien repéré, en plus, vous êtes un spectateur assidu des conférences, monsieur, et vous vous rappelez qu'en plus, il y a toujours le soleil est toujours là, le petit moment convivial, tiens, on va en parler de la réglementation jet. C'est pas mal ça. Oui, madame. On intervient, voilà. Je voulais savoir, à ton avis, on est souvent à 2 bateaux parce que ça nous sécurise, si le moteur tombe en panne, etc. Si on craque justement un bateau qui est en panne, qu'est-ce qu'il faut faire de là, je vais vous dire une autre chose, c'est que c'est un dossier que j'ai présenté, puisque ma fédération a un siège au Conseil supérieur de la navigation et de la plaisance, siège que j'occupe pour tous les problèmes de sécurité. Et moi, je vais vous dire franchement ce que je fais, je vous dis franchement ce que je leur dis. J'ai tracté des bateaux, je mets le pavillon D. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un pavillon qui signale qu'on est difficilement manœuvrable. D'accord ? Et donc, moi, je mets le pavillon D. Parce que la corde qui est entre deux, comme il y a quand même une longue corde, on ne la voit pas toujours. Enfin, pour quelqu'un qui arrive un peu vite, on ne la voit pas toujours. Moi, c'est ce que je fais. Alors, pour conclure, puisque je crois qu'on va se retrouver un peu dehors, pour ceux qui veulent, j'ai tiré ici, et je vous les mets à disposition, des réglementations, c'est-à-dire le matériel d'armement en fonction du lieu de navigation, d'accord. Et une chose aussi que j'ai fait avec l'aide d'un médecin, Olivier Maffré, qui est médecin de la SNSM embarqué à Valras, j'ai fait la trousse de secours. La trousse de secours qui est obligatoire en hauturier, mais vous allez voir là-dessus, ça prend 6 lignes, elle est en bleu là-dessus, mais je lui ai demandé de me faire une trousse de secours utile, intelligente, qu'on pourrait tous avoir. Et je vais vous dire pourquoi je lui ai fait faire ça. Tout simplement parce que j'ai eu un accident moi cet été, je vous dis, j'ai fini à l'hôpital. Et je me suis aperçu que, heureusement, j'étais sur une vedette conséquente qui avait du matériel de secours, et heureusement, parce que sinon, ça aurait pu prendre une tournure dramatique. Et donc, j'ai sorti ça. Je vous ai sorti une trentaine de feuilles. S'il n'y en a pas assez et que certains souhaitent que je leur fasse parvenir, ils auront qu'à me donner leur adresse mail et puis je leur ferai parvenir. Mais si ça vous intéresse, prenez-le. D'accord ? On va peut-être, c'est vrai qu'en conclusion peut-être, mais il y avait une paire de doigts qui était levée avant l'annonce de la conclusion. Donc monsieur, il y avait une dame aussi par là, non ? Est-ce qu'une personne bétonne qui n'a pas le permis hauturier peut naviguer, on va prendre l'exemple de Port-Camargue, en suivant les 300 mètres ou les 400 mètres, de Port-Camargue ou Sainte-Marie, où il y a plus de 12 000, oui. Et je vais parler dans le cas d'un semi-rigide. Oui. Donc j'ai le permis côtier, j'ai un semi-rigide, je me rejoindre Sainte-Marie, à 400 mètres des côtes. Est-ce que je peux considérer que je peux bicher avec mon semi-rigide, donc avec le côtier faire ce que je veux? Oui, alors il y a deux réponses. La première, c'est la législation. C'est flou et bon. Non, c'est pas flou, c'est tout simple. C'est la réglementation. À un moment donné, de mémoire, vous avez 14 000. Donc à un moment donné, vous n'êtes plus dans la réglementation, vous êtes en dehors des clous. Seulement, et lui il va reprendre le relais, mon ami il va reprendre le relais derrière, je ne pense pas, je ne crois pas qu'à partir du moment où les conditions météo étaient correctes, qu'il y ait eu un seul procès.
Oui, mais la réglementation... Bon, allez, je vais répondre. Je connais très bien le secteur. C'est moi qui ai créé la brigade nautique de Port-Camargue, donc c'était le secteur que je couvrais avant. Alors, effectivement, avec l'ancienne réglementation, il était impossible, sans permis hauturier, d'aller de Port-Camargue au Sainte-Marie-de-la-Mer. Bon, la législation a changé, mais attention, il y a deux choses qu'il faut voir. Il y a le permis et il y a le bateau. Aussi, oui, d'accord. On soit bien d'accord. Oui. Le permis, maintenant, vous permet d'aller jusqu'à 6 000, avec une notion d'abri qui a changé. La notion d'abri, c'est maintenant le capitaine qui est responsable de sa notion d'abri. Je m'explique. Si vous avez répondu en partie, vous dites, moi j'ai un Zodiac, je peux bitcher. Donc vous considérez que c'est un abri. Non, voilà, c'est ça. La notion d'abri vous appartient maintenant, elle appartient au capitaine. Comme il a dit en tout début de séance, c'est un piège. C'est un piège, parce que quelque chose qui est réglementé, qui est bien carré, c'est une chose. Quelque chose qui est laissé à l'initiative, c'est un piège dans lequel vont s'engouffrer les assureurs. Imaginez que votre assureur, il n'aura peut-être pas la même notion d'abri que vous, en cas de pépin. Donc, je cherche pas à vous faire baliser, c'est simplement juste une petite mise en garde. Donc, pour répondre à votre question, vous me dites que vous pouvez bitcher, puisque vous considérez que effectivement c'est du sable tout le long, hein, c'est vrai, de toute façon il y a du sable tout le long, vous pouvez bitcher, débarquer des personnes en toute sécurité. C'est votre droit, vous y pensez, donc là vous n'avez pas besoin de permis hauturier. On est sur le permis. Par contre, quand on parle du matériel de sécurité du bateau, là il n'y a pas de notion d'abri. Il n'y a pas de notion d'abri. Donc, si vous devez faire cette traversée, il faut que vous ayez du matériel de sécurité hauturier sur votre bateau. Vous comprenez? Eh oui. Eh oui. Le permis, c'est une chose, le matériel de sécurité, c'en est une autre. Non, mais le bateau, du moment qu'il est béton de conception B, ça veut dire au-delà et au large des côtes. Oui. Vu que vous me dites qu'à la limite, il ne faudrait pas le permis hauturier pour faire Port-Camargue et Sainte-Marie, je ne vois pas pourquoi on équiperait... Ne confondez pas la catégorie de conception avec la catégorie de navigation. Oui, non, mais d'accord. Mais pourquoi là, vous me parlez d'une catégorie de conception du bateau. Oui. Oui, mais toi, je vais au large, il termine les côtes, vous m'y c'est pas la même chose. Oui, non, mais d'accord. Ça sera peut-être encore développé juste après, monsieur et les Jets. Je pense que vous allez raviver les souvenirs de monsieur Conègre avec le temps où il naviguait entre Port-Camargue et les Sainte-Marie-de-la-Mer. Qui n'est pas si ancien d'ailleurs. Je vous propose qu'on continue avec l'avant-dernière question et la dernière question de monsieur. Monsieur. Quand on va pavillon étranger, on est assujetti à la réglementation du pavillon. Est-ce qu'il y a une spécificité française? Alors, si vous battez pavillon étranger et que vous avez votre bateau ici et que vous ne résidez pas plus de 6 mois à l'étranger, vous êtes tenu de payer un passeport. Ça, c'est une affaire douanière. C'est juste pour... voilà. Bon, au niveau réglementation, au niveau armement, c'est-à-dire matériel de sécurité de votre bateau, vous êtes tenu d'avoir le matériel qui correspond au pavillon, c'est-à-dire si vous êtes belge ou si vous êtes allemand ou autre, à la réglementation de votre pays. Par contre, vous êtes tenu d'avoir dans votre bateau, et là, ne croyez pas qu'on dit toujours qu'on est sur un territoire étranger, parce que moi, force de l'ordre, je ne peux pas contrôler un bateau étranger parce que c'est un territoire étranger. C'est en partie vrai. Je ne vais pas vous contrôler le matériel de sécurité parce que c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Si vous êtes sur un territoire étranger, c'est pas mon problème. Par contre, il n'y a que 2 choses que je peux vérifier. Non pas votre permis, mais la propriété du bateau. Vous êtes tenu de me présenter l'acte, ce qui correspond à l'acte de francisation de votre bateau, et votre identité pour vous et vos passagers. C'est tout ce que je peux contrôler en mer. Sauf si vous faites des infractions graves ou s'il y a un accident. Là, ça se conçoit. Hein. Donc je pense que c'était l'objet de votre question. C'était plus par rapport à l'armement. L'armement, c'est l'armement du pays du pavillon.